fond de sa cachette, Oussama Ben Laden continue de proférer des menaces. Il s'en prend maintenant au pouvoir pakistanais accusé de soutenir la croisade chrétienne contre l'islam. Sur le terrain, les bombardements américains s'intensifient. Le week-end de Toussaint est l'un des plus meurtriers de l'année. À bord d'une voiture bardée de caméras, une de nos équipes a pris la route aujourd'hui et relevé d'innombrables imprudences. Images à la pluie. Une quarantaine de jeunes ont agressé 3 policiers mardi soir dans un quartier réputé sans histoire de Strasbourg. Les forces de l'ordre de plus en plus prises pour cible. À qui la faute? Nous poserons la question à Julien Drey, en charge de la sécurité au sein du Parti socialiste. Et puis la nouvelle loi sur l'avortement n'est pas appliquée en France. C'est la conclusion de notre enquête. Le nouveau délai légal est de 12 semaines, mais dans les faits, il est bien difficile à une femme de pouvoir avoir recours à l'IVG après 10 semaines de grossesse. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est lundi à la Clusaz, en Haute-Savoie, que seront célébrées les obsèques de Régine Cavagnou, la championne du monde décédée hier des suites de ses terribles blessures. Dans le village de ses premiers exploits, nombreux sont ceux qui connaissaient la jeune femme et qui aujourd'hui se souviennent avec beaucoup d'émotion. Mathias Hillion et Jean-Paul Mioto. Ils étaient là pour célébrer la Toussaint, là aussi pour rendre hommage à Régine Cavagnou. Pour les habitants de la Clusaz, cette messe du 1er novembre 2001 avait une résonance particulière. Nous prions aussi pour Régine qui vient de nous quitter brutalement et pour sa famille si cruellement éprouvée. Dans ce petit village de Haute-Savoie, tout le monde connaît la famille Cavagnou, tout le monde connaissait Régine. C'était assez poignant après le décès de Régine. On pense beaucoup à la famille, qui sont de grands amis, puis c'est tout. Non, mais j'ai pas le cœur à parler, non, je vous assure, vraiment pas. À l'office du tourisme, cette paire de skis de la championne est l'une de ses combinaisons. En vacances dans la région, Romain est venu signer le livre d'or. Je me dis que je n'oublierai jamais qu'elle restera toujours une grande dame du ski. Depuis l'accident de la championne lundi dernier, son premier entraîneur était très inquiet. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive, le pire. Vous avez senti tout de suite que c'était un accident grave? C'était grave, oui. Quand on a parlé qu'elle était dans le coma, on a dit, parce qu'elle aura la chance de revenir. Malheureusement. Régine Cavagnou sera enterrée lundi à la Clusaz. Et l'entraîneur de ski allemand qui a été percuté par la Française devrait, lui, survivre à ses blessures. C'est ce qu'a affirmé le directeur de la clinique d'Innsbruck en Autriche. Markus Anwander doit subir d'autres opérations. Il est pour l'instant toujours plongé dans un coma artificiel. Les premières images tournées dans les sous-sols du World Trade Center. Des sous-sols qui, vous allez le voir, ont été en partie épargnés lors de l'effondrement des tours. La vie s'y est figée sous un épais manteau de poussière blanchâtre ce 11 septembre 2001. Des images commentées par Étienne Lénart. Difficile d'imaginer que jusqu'au 11 septembre, il y avait en lieu et place de ce trou béant 2 des plus hauts immeubles du monde. Lorsque les tours jumelles se sont effondrées à quelques minutes d'intervalle, elles ont creusé une sorte d'atrium dans lequel s'enchevêtrent désormais ici des fils électriques, là des fauteuils de bureau. Sous cette énorme cavité, les sous-sols du World Trade Center. Ken Holden, le responsable des travaux, a accepté d'emmener une caméra à l'intérieur dans ce qu'il reste des cages d'escalier. Là, dit-il, il y a des voitures. Des voitures comme suspendues en équilibre. Un peu plus loin, il montre comment, sous l'effet de la chaleur, l'enjoliveur d'un véhicule s'est transformé en une flaque d'aluminium. Nous voici 6 étages plus bas. À l'accès de la station de métro, les escalators sont couverts de poussière mais presque intacts. C'est dans ces milliers de tonnes de gravats qu'ont été retrouvés il y a à peine 24 heures les centaines de lingots d'or appartenant à une banque dont l'immeuble voisin s'était lui aussi effondré le 11 septembre, à 10h05 précise.
Entreposés dans des coffres-forts, les lingots ont résisté au choc et à la chaleur. Hier après-midi, des camions blindés sont venus sous bonne escorte récupérer les 240 millions de dollars qui, pendant 50 jours, ont patiemment attendu qu'on les tire de ce mauvais pas. Plus au nord, dans les rues de Manhattan, en dépit des craintes toujours vives de nouveaux attentats, on a célébré Halloween hier soir. Sous haute sécurité, une parade colorée pour fêter les sorcières et autres vampires qui plaisent tant aux enfants. Parade placée sous le signe du phénix, cet oiseau mythologique célèbre pour renaître de ses cendres, une référence directe à la volonté de renaissance de la ville de New York. Alors que les Américains poursuivent leur bombardement sur l'Afghanistan, nous y reviendrons dans un instant, Oussama Ben Laden est toujours insaisissable, mais pas silencieux pour autant. Dans une lettre envoyée à la chaîne de télévision Al Jazeera, il accuse le Pakistan de s'être rangé du côté du monde chrétien et appelle les musulmans pakistanais à défendre l'islam. Vincent Nguyen. Ben Laden n'avait pas donné signe de vie à la chaîne depuis plus de 3 semaines. Cette fois, c'est un fax daté d'aujourd'hui qu'il a envoyé directement au siège de la télévision du Qatar. La lettre commence par ce constat. La croisade contre l'islam a redoublé d'ardeur. Qualifiant ainsi les bombardements américains, Ben Laden tente de raviver le mythe d'une guerre de religion. Il y a le camp de ceux qui parlent au nom de la croix, comme Bush, le chef des mécréants, et le camp de ceux qui parlent au nom de l'islam. Le gouvernement pakistanais s'est rangé sous la bannière de la croix. Guerre sainte et règlement de compte, Ben Laden ne cache pas sa colère contre ceux qui l'ont lâché. Aux hypocrites, à ceux qui s'allient aux mécréants et délaissent les croyants, Dieu promet un châtiment douloureux. Rappelant les fidèles de Mahomet à joindre son combat, il conclut : le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne le déçoit pas, ne le trompe pas. Évidemment, pas d'indice sur le lieu où il se trouve, seulement une formule empruntée au dernier discours du prophète : j'ai transmis, Dieu soyez mon témoin. Et une signature qu'Al Jazeera affirme être authentique. Votre frère, Oussama Ben Laden. Et l'homme le plus recherché du monde est peut-être caché dans les montagnes au nord de Kandahar. Selon un représentant de l'opposition afghane, c'est là qu'Oussama Ben Laden aurait pu trouver refuge à l'abri des bombes américaines. Celui qui affirme cela n'est autre que le frère du commandant Massoud. Et toujours selon lui, Oussama Ben Laden se cacherait en compagnie du mollah Omar, le chef des talibans. Des milliers de volontaires pakistanais armés s'apprêtent sous peu à franchir la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Ils étaient depuis le début de la semaine en route pour rejoindre les talibans. Les talibans avaient pourtant décliné les offres de service de ces volontaires du djihad. Toujours à la frontière, la situation est toujours critique pour les réfugiés qui fuient, eux, les zones de conflit. Selon les derniers chiffres, 130 000 personnes ont trouvé refuge au Pakistan depuis septembre. Envoyés spéciaux Laurent Boussier et Philippe Luzzi. Le vent de sable s'est levé sur la plaine de Kilifezozi, rendant encore plus pénibles les conditions de vie de ces réfugiés afghans. Dans ce camp du HCR, installé à quelques dizaines de mètres de la frontière, ils sont aujourd'hui un peu moins de 2000, venus pour la plupart de la région de Kandahar. Ambiance tendue, quelques pierres qui volent, et comme si des consignes avaient été données, très peu de volontaires pour répondre à nos questions. Lui finira par nous dire qu'il a quitté son village à cause des bombardements et qu'il a voulu venir au Pakistan pour ne pas être enrôlé dans l'armée talibane. Il faut dire que pour les réfugiés, de l'autre côté de la frontière, la situation semble se compliquer. À Spinboldak, en Afghanistan, de l'autre côté de la frontière, donc, le bureau du HCR a été investi par les talibans qui ont pris, selon nos collègues présents là-bas, nos véhicules et d'autres biens appartenant au HCR. C'est un incident que nous regrettons. Le camp de Spinboldak, le voilà, filmé il y a quelques jours par une petite caméra vidéo confiée à un passeur afghan. Le bureau du HCR n'était pas encore occupé, mais déjà des armes y étaient entreposées. Approvisionné en vivres par une organisation humanitaire musulmane, il servirait aussi de centre de recrutement taliban. Il est de plus en plus difficile pour le HCR de travailler dans la région. En plus de cela, il y a le fait que les frontières sont fermées et que le HCR demande sans cesse à tous les pays voisins de l'Afghanistan de l'ouvrir pour aider les réfugiés. Hostilité affichée de la part des talibans, peu de compréhension de la part des Pakistanais. L'aide aux réfugiés devient de plus en plus difficile dans cette région frontalière où les personnes déplacées servent à la fois de bouclier humain et d'enjeux politiques.
Sur le plan militaire, les frappes se poursuivent sans répit. On signale ce soir une explosion très violente à Kaboul. Les Américains utilisent désormais des bombardiers B-52, mais cela n'évite pas les ratés. Les Américains ont reconnu qu'une de leurs bombes visant une installation terroriste a tué 13 civils mercredi matin à Kandahar. Kandahar où les talibans ont organisé une visite guidée pour des journalistes américains et britanniques. Christian Autain. Un comité d'accueil musclé pour encadrer les premiers journalistes occidentaux en territoire afghan. Les talibans viennent d'autoriser les médias anglo-saxons à une visite guidée de quelques jours pour qu'ils puissent constater de leurs propres yeux les dégâts occasionnés par les bombardements. Première halte à Kandahar et visite de ce dispensaire du Croissant Rouge, ou du moins ce qu'il en reste après un raid américain. Selon le Pentagone, c'était une cible abritant des terroristes. Le bilan, 13 victimes selon les talibans, est encore une fois invérifiable. Les agences humanitaires décrivaient une ville sinistrée et désertée par sa population. Sur ces images, les rues restent animées et les commerces ouverts. Pour bien montrer l'ampleur des raids contre les civils, les journalistes sont ensuite dirigés vers ce qui était avant un village. Fragments de bombes, morceaux de missiles avec inscription en anglais sont exhibés devant les caméras. Autant de preuves pour ces civils de la responsabilité américaine. On vient d'apprendre que le président George Bush recevra dans les jours prochains plusieurs dirigeants étrangers, parmi eux le président français Jacques Chirac ainsi que le Premier ministre britannique Tony Blair. Lionel Jospin de son côté a confirmé officiellement hier les contributions nouvelles de la France à l'intervention américaine en Afghanistan. Il s'agit d'un groupe naval de guerre des mines, d'un avion de ravitaillement C-135, d'avions espions C-160 Gabriel chargés des interceptions électroniques et de Mirage 4P bardés d'électronique et de matériel d'observation. Ces appareils s'ajoutent à la frégate Colbert et aux pétroliers ravitailleurs VAR qui sont déjà engagés depuis début octobre. Paul de Genève. Aux Américains, la France propose ses yeux. Dans les flancs de ce Mirage 4P de l'armée de l'air, pas de bombes, mais toute une batterie de détecteurs et d'appareils photo ultra précis, plus précis encore qu'un satellite. La particularité de ce Mirage qui intéresse les Américains, la reconnaissance aussi bien à haute qu'à basse altitude. Selon nos informations, ces avions sont déjà dans la région, avec pour mission de photographier le sol afghan. Les Américains avaient déjà pu apprécier leur efficacité au Kosovo. Dans la lutte contre le terrorisme, la France offre surtout son savoir-faire en matière de renseignement. Ces Mirages seraient basés dans le golfe arabo-persique. Ils sont accompagnés d'avions de ravitaillement. Un autre avion espion a déjà survolé à plusieurs reprises l'Afghanistan, le Transal Gabriel. La France espionne dans les airs, mais également en mer. Le Bougainville, navire de la DGSE et du renseignement militaire, doit rejoindre en mer d'Oman les deux autres bâtiments français déjà sur place. Sur le plan diplomatique, Hubert Védrine, le ministre français des Affaires étrangères, est arrivé ce soir à Islamabad, au Pakistan, où il rencontrera demain le président Musharraf. Auparavant, il avait passé la journée en Inde. Il a déclaré que la France était prête à apporter un soutien plus fort aux opérations militaires, mais les États-Unis tiennent à agir seuls, a-t-il précisé. La guerre que se livrent Américains et talibans est aussi une guerre des images. Images toute puissante côté américain, images bannies côté taliban. Et de ce point de vue, faire de la télévision en Afghanistan peut être considéré comme un acte de résistance. À Faizabad, sous contrôle de l'Alliance du Nord, une petite télévision continue d'émettre malgré des coupures d'électricité. Et dans ce pays où la femme n'est rien, le journaliste vedette en est une. Michel Fine et Jean-François Monnier. Un petit coup de démarreur. 3 tours de manivelle. Encore un coup de démarreur. Et c'est parti. Dari Télévision, télé du nord de l'Afghanistan, peut commencer à émettre. Depuis que la centrale électrique de la ville a rendu l'âme, il y a une semaine, Dari Télévision ne peut compter que sur son générateur. Elle diffuse 3 heures de programmes enregistrés par jour. Le matériel est vétuste. C'est l'UNICEF qui l'a payé il y a 16 ans. La télé diffuse essentiellement des nouvelles de la ligne de front, les informations du gouvernement et des interviews du président. Et voici la curiosité de la chaîne. Elle s'appelle Manija. Elle a 28 ans. C'est la présentatrice vedette.
Dans ce pays où l'islam impose aux femmes de dissimuler leur visage sous la burqa, Manidja montre le sien à tous les hommes à travers l'écran. Elle ne voit pas où est le problème. Je porte un foulard, dit-elle. C'est comme si j'avais la burqa. Manidja n'en est pas à une contradiction près. Lorsqu'elle sort dans la rue au milieu de la foule, elle revêt toujours sa burqa. Ici, elle n'a plus le droit de montrer son visage. Comme le disent les Afghans, la loi de l'islam s'applique dans la rue. L'actualité de ce 1er novembre, c'est aussi ce week-end de Toussaint, propice aux escapades. Mais traditionnellement, ce week-end-là est meurtrier sur les routes. À bord d'une voiture équipée de plusieurs caméras, Luc Bazizin et Yann Moine ont traqué aujourd'hui les petites imprudences qui peuvent être à l'origine des grands drames. Leur constat, vous allez le voir, est édifiant. Bien écoutez, je me trouve sur le périphérique parisien où les surprises ne manquent pas puisque les changements de fil intempestifs se multiplient. Vous le voyez, effectivement, cet homme non seulement franchit une ligne continue, mais en plus donne un coup de frein au dernier moment, ce qui, bien entendu, n'est pas recommandé et même totalement interdit. À chaque fois que la circulation s'intensifie, les voitures se rapprochent les unes des autres, ce qui ne fait pas avancer plus vite. Alors il existe un petit truc pour savoir à quelle bonne distance se trouver de la voiture qui précède. Donc là par exemple la voiture qui me précède passe sous le pont, je compte 1, 2 et je passe sous ce pont, donc ça veut bien dire que je suis à la bonne distance et vous voyez par rapport aux autres voitures qui sont beaucoup plus tassées les unes sur les autres, notre distance est tout juste raisonnable. Nous sommes cette fois-ci dans le tunnel qui passe sous la Défense. Il est limité à 70 km/h, vitesse à laquelle je me trouve actuellement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un bus qui me dépasse par la gauche, fort heureusement, mais qui bien entendu dépasse allègrement cette vitesse. Nous sommes cette fois à la hauteur du Stade de France où nous allons récupérer l'autoroute A86. Sur laquelle se multiplient assez fréquemment de nombreux accidents. Regardez par exemple ici devant nous, c'est ce qu'on appelle un céder le passage. Et on voit que chacun fait tout sauf céder le passage, chacun force le passage. En fait, même si le code de la route ne le précise pas, il faut se respecter dans la vie comme dans la circulation. La route est avant tout un lieu de déplacement et non pas un lieu d'affrontement. En fait, depuis que nous avons commencé à travailler sur ce reportage il y a une journée, 24 personnes sont mortes sur la route, soit 1 par heure. Faut-il parler de guet-apens? Toujours est-il qu'à Strasbourg, dans la nuit de mardi à mercredi, 3 policiers ont été violemment pris pour cible par une quarantaine de jeunes. Les policiers intervenaient après qu'on leur ait signalé un enlèvement. Une nouvelle fois donc, les forces de l'ordre sont prises en embuscade, comme cela avait été le cas à Amiens il y a 15 jours ou à Paris il y a un mois. Avant d'interroger Julien Drey, en charge de la sécurité au Parti Socialiste, voyons tout de suite les faits avec nos envoyés spéciaux, Zindine Boudaoud, Grégoire Tournon et Bruno Livertou. À l'hôtel de police de Strasbourg, le cœur n'y est plus. 40 policiers blessés en service depuis le début de l'année. Les forces de l'ordre auraient de plus en plus de mal à faire respecter la loi. Les syndicats réclament plus de soutien. Cette fois, c'est une patrouille de police qui a été prise pour cible, appelée mardi soir à Königshofen, un quartier populaire de la ville, pour un soi-disant kidnapping. Là, plusieurs dizaines de jeunes attendent les 3 gardiens de la paix, pris au piège. Un des policiers prend d'abord des jets de gaz lacrymogène dans la figure. Il ramasse également en pleine figure un pavé, c'est pas un petit caillou, un pavé de rue, ça fait quelque chose comme 800 grammes. Il se le prend dans la figure, résultat des courses, il est blessé, il est arrêté pendant 6 jours. 4 heures après, 4 jeunes du quartier sont interpellés. Après vérification, l'appel anonyme qui a attiré la patrouille proviendrait d'un de leurs téléphones mobiles. Après cet inexplicable accès de violence, les élus locaux veulent des renforts. Nous sommes inquiets sur la situation de l'insécurité à Strasbourg. Il nous semble important, dès maintenant, d'apporter des moyens supplémentaires, de la présence policière dans les quartiers pour être aux côtés de la population de ces quartiers et aussi pour signifier très clairement à tous ceux qui agissent mal que la police est présente. Ce soir, l'une des 4 personnes interpellées, âgée de 24 ans, a été présentée au parquet puis écrouée pour violence à agent.
À Trappes, en région parisienne, quelques fumigènes ont atterri près de la gendarmerie d'un des quartiers sensibles de la ville. C'était hier soir. La police a dû intervenir pour disperser une quarantaine de jeunes qui fêtaient plutôt bruyamment Halloween. Les gendarmes affirment ce soir qu'ils ne se sentaient pas visés. En direct de l'Assemblée nationale, Julien Drey, vous avez élaboré le programme de sécurité du Parti socialiste pour la présidentielle. Vous êtes vous-même un élu de banlieue. Comment réagissez-vous à ces actes? On sent que les forces de l'ordre sont très clairement devenues des cibles certaines fois. C'est aussi la mise en place de la police de proximité qui conduit à ça. C'est-à-dire qu'il y a des territoires aujourd'hui où la police a décidé de revenir, d'imposer la loi, et il y a des bandes qui considéraient que ces territoires étaient un peu des zones libérées, ou étaient leur territoire, et qui n'acceptent pas et qui tentent des traquenards. Et je crois que, comme l'a montré la situation, il faut que la force reste à la loi, il faut que ceux qui ont commis ces actes soient punis pour que le message soit clair. Il n'y aura pas dans ce pays des délinquants qui pourront exercer leur autorité sur les territoires, sur tout le territoire de la République. La loi doit être la même. Mais on sent les forces de l'ordre parfois moralement atteintes, désemparées, ne se sentant pas soutenues par les politiques par exemple. Écoutez, je crois que la question qui est posée, c'est de donner les moyens à la police de faire son travail, c'est-à-dire c'est effectivement recruter des effectifs de police supplémentaires et de les former pour leur permettre d'être efficaces. C'est cela, la police de proximité, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est vrai. Maintenant, il faut bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation où, c'est ce que nous avons dit d'ailleurs dans notre colloque, il faut mieux prévenir et mieux punir. Parce qu'il y a une partie des jeunes qui, avec la croissance, ont retrouvé espoir et se mettent au travail. Et puis, il y a des noyaux durs qui, eux, ne veulent pas rentrer dans l'ordre que nous leur proposons et se jouent un peu un cinéma, c'est-à-dire considèrent que la vie, c'est comme dans les films de séries américaines. Cela, le message doit être très clair. Il y aura une punition et elle sera intransigeante. Mais il ne faut pas assimiler la situation actuelle à une sorte d'insurrection des banlieues. Il y a des milliers de jeunes dans ces quartiers qui vivent, qui travaillent et qui ont envie de s'insérer. Et qui sentent d'ailleurs que l'image qui est donnée de ces quartiers, par ces noyaux durs, n'est pas la bonne image. Julien Drey, vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir trouvé l'équilibre entre la sanction dont vous parliez et la prévention? Oui, je pense que quand on dit mieux prévenir, mieux punir, c'est ça. C'est mieux prévenir, c'est permettre à tous ceux qui veulent s'en sortir de vraiment s'en sortir. Par un accompagnement, c'est d'aider les familles qui sont en détresse. Et mieux punir, c'est de dire à ceux qui n'acceptent pas cela, il n'y aura pas de tolérance. À chaque fois qu'il y aura une faute, il y aura une sanction. La sanction, ce n'est pas forcément l'enfermement, c'est ce que nous disons. Ça doit être aussi une justice de réparation. Mais il faut que les victimes aient le sentiment qu'elles ne sont pas abandonnées. Il faut qu'il n'y ait pas de sentiment d'impunité. Alors c'est évidemment un enjeu de la campagne présidentielle. Vous pensez que le PS peut perdre les élections sur ce chapitre de la violence ? Je ne sais pas si on peut perdre les élections parce qu'il y a d'autres préoccupations. Je pense en tous les cas qu'on doit avoir un message clair. C'est celui que nous avons essayé de mettre en place à partir de dimanche. C'est-à-dire dire on va mettre des moyens supplémentaires en termes de prévention, soutien scolaire, aide aux familles, école des parents, renforcement de l'encadrement sur le terrain par les assistantes sociales. Mais en même temps, on dit à un certain nombre de jeunes qui ne comprennent pas qu'il y a des règles dans cette société. Et lorsqu'on ne respecte pas ces règles, eh ben, il y a des sanctions. Il y a toute forme de sanctions qui peuvent aller de l'éloignement jusqu'à l'enfermement. Voilà. Donc on ne cherche pas, je crois, et c'est ça le danger, de solutions magiques, de solutions gadgets. On ne cherche pas à faire des effets oratoires. On cherche l'efficacité. C'est ça qui est nécessaire. Et pour redonner confiance aussi aux fonctionnaires de terrain. Parce que je crois que ce qu'ont besoin tous ceux qui sont sur le terrain, c'est d'avoir les moyens nécessaires et une volonté politique derrière qui est intransigeante. Merci Julien Drey en direct de l'Assemblée nationale. Le trafic SNCF perturbé, toujours entre Dax et Bayonne, au moins jusqu'à demain après-midi. Aucun train ne circule, vous le voyez sur cette carte. Les grandes lignes sont détournées par les Pyrénées-Atlantiques avec un retard d'au moins 1 heure. La circulation des TER est assurée, elle, par autocar. 24 heures après le déraillement d'un TGV à hauteur de Saubus dans les Landes, on ignore toujours ce qui a causé l'accident. David Bazier et Bernard Bonnard. Tout un TGV qu'il faut remettre sur les rails. On a fait venir 3 grues pour soulever la motrice arrière qui est complètement éventrée. Elle sera acheminée pour expertise sur Bordeaux. Déjà la SNCF chiffre à 6 millions d'euros les dégâts du déraillement du Paris-Hendaye. On a à peu près 300-400 mètres de voies qui sont complètement à refaire. Et puis on a également toutes les installations électriques, ce qu'on appelle la caténaire, qui elle également est en très mauvais état et qui elle aussi devra être rétablie dans des délais qui seront relativement longs. L'intérieur des voitures ressemble à un navire qui chavire. Seulement 5 blessés légers alors que le TGV roulait à 130 km/h au moment du déraillement. Les gendarmes et les services techniques de la SNCF cherchent les causes, mais excluent déjà la malveillance. On exclut un objet sur la voie puisque le tablier du train, lui, n'a strictement rien. Donc on exclut tout acte de malveillance et on privilégie la thèse accidentelle pour le moment.
Pour l'instant, ça pourrait provenir vraisemblablement des rails. Vraisemblablement. On pense en fait à un rail endommagé. On sait aussi que des travaux étaient prochainement prévus sur cette portion de voie. Une thèse qui mettrait hors de cause le joyau technologique de l'entreprise publique. Au chapitre économie, jamais en près de 15 ans, la consommation des Américains n'avait chuté de façon aussi spectaculaire. La récession se confirme donc, moins 1,8% pour les dépenses de consommation des ménages américains entre août et septembre. Un chiffre encore plus fort pour ce qui concerne les dépenses liées à l'automobile, à l'électroménager ou aux ordinateurs, moins 3,2%. Et certains secteurs, comme celui du transport maritime des marchandises, est ainsi particulièrement touché. C'est en effet par bateau qu'arrivent bon nombre des équipements que nous consommons et c'est donc dans ce secteur qui assure 90% du trafic que les premiers effets se sont fait ressentir. Reportage Cyril Deveau et Olivier Robert. Arrivée d'un cargo dans le port de Brooklyn. Une bonne partie des produits importés par les États-Unis transitent par ces docks, dans des containers géants comme celui-ci. Téléviseurs en provenance d'Asie, eaux minérales françaises ou textiles d'Afrique du Nord. Depuis les attentats du 11 septembre, l'activité du port a brutalement diminué, annonçant une chute des importations américaines. Nous constatons que les consommateurs américains ont réduit leurs dépenses. À mon avis, nous sommes entrés dans une phase de ralentissement économique depuis le 11 septembre. 90% des marchandises échangées dans le monde sont transportées sur ces immenses navires. Premiers acteurs de la mondialisation des échanges, les armateurs sont donc les premiers touchés par le ralentissement du commerce international. D'autant que les compagnies maritimes doivent faire face à des dépenses imprévues. Au lendemain du 11 septembre, les assureurs ont brutalement allongé la liste des pays soumis à une surprime pour risque de guerre. Une taxe que les cargos doivent acquitter dès qu'ils croisent près des côtes de la Méditerranée orientale ou qu'ils approchent des ports de la mer Rouge et du golfe arabo-persique. Certains armateurs payent jusqu'à un demi-million de dollars par semaine pour assurer leur activité, disons, habituelle. Donc ces niveaux de primes sont extravagants. La crise qui frappe les compagnies aériennes depuis les attentats du 11 septembre menace aujourd'hui les compagnies maritimes. L'activité de certaines d'entre elles aurait chuté d'environ 15% en un mois seulement. Aujourd'hui, 2 Palestiniens du mouvement Hamas ont été tués par un tir d'hélicoptère à Tulkarem, ville autonome palestinienne occupée depuis le 20 octobre. Une occupation un peu oubliée depuis que Bethléem a été évacuée le week-end dernier. Reportage Alain de Chalvron et Nathalie Gallet. Bienvenue à Tulkarem. Tsahal, l'armée israélienne, n'avait pas besoin de ce panneau pour pénétrer dans la ville autonome le 20 octobre. En 12 jours, elle a fait de cette cité de 45 000 habitants une ville fantôme, loin des médias, concentrés sur Bethléem. Tsahal occupe toujours la ville, présente dans la journée sur les hauteurs, tandis que les chars reprennent position dans le centre la nuit. Tulkarem semble morte. Commerces et écoles fermés, peu de gens osent sortir. Tout le monde nous oublie, c'est fou, on nous oublie. On pense que nous sommes des tueurs, nous ne sommes pas des tueurs, les civils ont peur, les enfants ne vont plus à l'école. Il n'y a de vie que dans les camps, dans les faubourgs de la ville. L'armée israélienne ne pénètre pas dans ces ruelles, et là, aux surprises, alors que Tsahal est à quelques centaines de mètres, on peut croiser sortant d'une maison un homme hyper protégé qui figure sur la liste des personnes les plus recherchées par Israël. Il a lui-même été la cible d'une tentative d'assassinat par roquette le 6 septembre. Si je suis tué, ce n'est pas un problème. D'autres jeunes que je forme prendront ma place après ma mort et défendront la patrie comme moi. Inch'Allah. Rahed El-Karmi sait bien qu'il risque d'être la prochaine cible. Aujourd'hui, on enterrait à Tulkarem un militant du Hamas, tué la veille par le tir ajusté d'un char israélien. Nouvelle mobilisation Kabylie. Près de 30 000 personnes ont défilé aujourd'hui près de Tizi Ouzou, à une centaine de kilomètres à l'est d'Alger. En ce 1er novembre, jour anniversaire pour les Algériens du déclenchement de la guerre d'indépendance, de nombreux responsables politiques kabyles ont dénoncé la confiscation de l'indépendance par un clan du pouvoir qui a retourné, disent-ils, ses armes contre ses propres enfants. Fin de citation.
Le document de ce journal montre que la loi n'est pas appliquée en France pour ce qui concerne l'IVG. Les femmes, depuis le 5 juillet, ont en effet le droit d'avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse et non plus 10. Mais certaines régions sont en infraction. La Normandie, Rhône-Alpes et plus particulièrement la région parisienne, où il existe parfois un mois d'attente avant de pouvoir obtenir un rendez-vous. Une de nos équipes, Laetitia Legendre et Blaise Grenier, a enquêté et testé les hôpitaux publics de Paris. Le constat est accablant. Première étape de la journée, un hôpital de l'Est parisien. Nous cherchons en caméra cachée à obtenir un rendez-vous pour une IVG à 9 semaines et demie de grossesse. La loi autorise l'avortement jusqu'à 12 semaines, mais dans les faits, c'est une toute autre affaire. Qui est enceinte de 9 semaines et demie. Non, ce n'est pas la peine. La loi, c'est 10 semaines de grossesse. Parce que je croyais que ça avait été prolongé. Non, nous n'avons pas des structures faites pour les 14 semaines. Mais la loi prévoit quoi en fait? Je ne sais pas. La loi, il a dit 14 semaines, mais nous ne faisons pas les 14 semaines. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc mon ami qui... C'est quoi la date? Tu peux savoir la date de ces dernières règles? Début août, je crois que c'est... Non, c'est rapide. Il faudra 10 minutes pour obtenir les adresses des hôpitaux de Paris. Nous poursuivons donc notre recherche dans d'autres centres d'IVG. C'est bien beau de créer des lois, seulement il faut le matériel. Les médecins ne veulent pas prendre la responsabilité de faire des choses sans matériel et sans avoir été formés. Il y a quand même la vie d'une femme manger. Et 90% des hôpitaux qui ne le font pas. Manque de personnel, de lits, plateau technique insuffisant, clause de conscience invoquée, les arguments ne manquent pas aux médecins pour ne pas appliquer la loi. L'assistance publique des hôpitaux de Paris n'a pas voulu nous rencontrer, mais nous fait savoir qu'elle a rappelé la loi aux médecins, mais qu'il faut encore du temps. Aujourd'hui, la grande majorité de ces hôpitaux ne pratiquent pas l'IVG au-delà de 10 semaines. Seuls 3 sur 12, dont l'hôpital Saint-Antoine, appliquent la réforme. Pour ceux qui pratiquent et qui acceptent, c'est une pression importante et un sentiment d'urgence permanent qui n'est pas très sain. Donc il serait nécessaire que tout le monde accepte enfin cette pratique et que les réticences se lèvent. Dernier recours, le planning familial. Ce jour-là, une jeune femme enceinte de 9 semaines et demie vient s'informer auprès des conseillères. Légalement, elle a encore 2 semaines et demie devant elle. Mais les cliniques et les médecins de banlieue qu'elle a consultés, 5 au total, l'ont tous refoulée. On m'a rayonné, donc j'ai trouvé ça très sympa. L'accueil, ça a été, madame, c'est trop tard, on peut plus rien faire. En fait, c'était on peut plus rien faire pour vous. La loi, c'est 10 semaines et on peut plus rien faire. De toute façon, aucun médecin ne pratiquera l'avortement. À partir du moment où on met des grains de sable dans les rouages, évidemment, tout prend du temps. On a des rendez-vous plus longs, on a donc des IVG avec des délais importants. Mais quand on veut, on voit bien que certains services y arrivent. Donc si 3 arrivent à appliquer la loi, on ne voit pas pourquoi les autres n'y arriveraient pas. En fin de journée, seul un hôpital parisien sur 7 testés a accepté de nous prendre en urgence. Depuis que la réforme a été votée, peu de choses ont changé. Toujours ce même parcours semé d'embûches et toujours des femmes qui devraient être prises en charge en France et qui sont obligées de partir avorter à l'étranger. En ce jour de Toussaint et à la veille de la fête des morts, nous nous intéressons dans ce journal au marché du funéraire. 20 milliards de francs par an. Une manne que se partagent près de 15 000 entreprises. Selon les villes et les établissements, les tarifs peuvent varier du simple au double. Difficile de s'y retrouver. C'est une enquête de Séverine Lebrun. Il est souriant, jeune et en pleine santé. Pourtant, ce jour-là, il souscrit un contrat obsèque. Vous en avez parlé à vos parents? Non. Du tout? Du tout. Je ne veux pas les inquiéter parce qu'après, ils vont croire qu'il y a un problème. Je ne viens pas dans un esprit morbide. Je viens dans l'esprit de m'assurer, de m'assurer comme on peut s'assurer pour quelque chose d'autre. Coût total, 18 000 francs pour une incinération prise en charge de A à Z par l'entreprise de pompes funèbres. Les obsèques, ça peut coûter 6 000 francs, ça, sans problème. Ça peut coûter 60 000 francs, aussi. Ça dépend vraiment du choix du client. Et il faut aussi que vous choisissiez votre cercueil. Un cercueil coûte de 2 000 à 50 000 francs. Il faut aussi choisir une urne funéraire, payer les frais de la cérémonie. Pour éviter l'arnaque, mieux vaut prendre ses précautions.
Demander quel est le coût pour les honoraires et les démarches, les premiers prix pour des cercueils en chêne équipés, le coût pour le corbillard et les porteurs. Si une entreprise refuse ou renacle à répondre à ces questions très simples, ne pas perdre de temps et appeler une autre entreprise. Et en plus, il faut payer la concession. De 1000 francs en Lozère à plus de 50 000 francs dans les cimetières parisiens, les places sont chères. Du coup, les Français se tournent de plus en plus vers la crémation. 33 voiliers de course s'élanceront ce week-end du Havre à destination de Salvador de Bahia au Brésil. Près de 50 000 personnes sont déjà venues les admirer sur les quais du Havre avant qu'ils ne participent à la Transat Jacques Vabre. Parmi les bateaux, il en est un peu particulier. À le voir, amarré, rien ne laisse imaginer le terrible destin qui a été le sien. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. 5 mai 2001, au départ de la course Cherbourg-Tarragone, Marc Guillemot et ses marins coupent la ligne en premier, mais ça ne va pas durer. Nous quittons le navire comme des malheureux. Le 14 mai 2001. Au large de la Pointe de Bretagne, le 14 mai, sale journée, Guillemot filme le flotteur endommagé. Voilà l'arrivée de l'hélicoptère. Sauf qu'il peut avec le secours de la Marine nationale. L'équipage abandonne le trimaran qui menace de se disloquer. Et c'est là que les ennuis continuent. Un cargo américain, le Tanabata, qui navigue dans le coin, envoie des hommes piller l'informatique et les cirés du bateau, qu'ils remorquent comme des pirates avant de l'abandonner en pleine mer. Et voilà le résultat. Une épave. 19 mai 2001, le mât brisé, le flotteur arraché. Heureusement, parce que tout n'est pas si mauvais en ce bas monde, amis, équipiers, même concurrents partent en mer, sauver ce qui peut l'être. Quand tu vois un bateau dans l'état dans lequel on l'a ramené, c'est l'horreur. Pour moi, un bateau, il a une âme. Donc de toutes les façons, ça me touche comme si c'était quelqu'un. Le 26 août, ça n'est pas une petite affaire. La justice française fait saisir le Tanabata sur plainte du sponsor de Marc Guillemot. 13 millions de francs de caution, c'est une somme. Octobre 2001. Un nouveau mât construit avec l'aide d'un concurrent. Idem pour les flotteurs. Tout l'été au chantier, c'est comme une renaissance. Le trimaran de Marc Guillemot navigue de nouveau, avec l'aide de ses sponsors et la légendaire solidarité des gens de mer. J'ai toujours essayé de vider ma colère pour préparer la suite, et c'est vrai que c'est pas en état de colère qu'on peut avancer. Et du coup, j'essaye de faire abstraction de... Moi, l'objectif, c'était vraiment que le bateau puisse renaviguer et qu'on puisse repartir avec les mêmes partenaires. À mission impossible, nul n'est tenu. Au prix d'une incroyable volonté, Marc Guillemot et son coéquipier Yann Guichard seront au départ de la route du café pour faire mieux sans doute que participer. Quand on y repense, un miracle. Cinéma avec la sortie cette semaine de Wasabi, la dernière production de Luc Besson, un film réalisé par Gérard Krawczyk, l'équipe gagnante de Taxi. Ce film marque aussi les retrouvailles de Luc Besson et de Jean Reno, 10 ans après Léon. Le film sort dans près de 600 salles en France, mais l'histoire, elle, se déroule au Japon. Marie-Jo Jouan, Gilbert Uzan. Attention, c'est super fort. Quand on ne connaît pas le wasabi, cette moutarde japonaise très épicée, cela vous monte très vite au nez, à l'image de ce nouveau couple de cinéma rassemblé par Luc Besson, Jean Reno, Michel Muller. Un flic au cœur tendre et son adjoint, aussi dévoué que maladroit. Décontracte-toi, tu vois. Je connais ces questions, j'ai lu, ça va bien se passer. Un flic au cœur tendre, un peu vif toutefois, de retour au Japon pour y toucher un héritage inattendu. Une petite bombe, fruit de ses amours japonaises il y a 20 ans, l'occasion aussi de refaire équipe avec son vieux copain DRG, histoire de décimer quelques yakuza. Laisse-moi te regarder, toujours en pleine forme. Hein. Tu es à peine arrivé déjà dans la mer. Une sorte de Clint Eastwood comme ça, de Gabin, bon, tu vois, ce genre de comédiens qui ont un charisme évident. Moi, dans la vie, on me met un bonnet, personne ne le remarque. Jean Reno, il peut pas passer inaperçu. Momo, il y a des fois, tu es vraiment con, tu sais. J'avais une image qui était loin de ce qu'il est. Je pensais que c'était un type uniquement cynique et acerbe et provocateur. Alors que je vois que c'est quelqu'un qui a d'abord un point de vue et qui a une conversation, enfin comme ça, avec lui-même. Avec en toile de fond l'univers ultra branché de la jeunesse japonaise, Luc Besson a écrit du sur-mesure pour son vieux complice.
Il nous permet, en lui donnant une fille de cinéma, de le découvrir sous la facette d'un père, sans oublier que Jean Reno est avant tout un hyperactif. J'essaye toujours de faire ce que le personnage doit faire. Puisque j'essaye de ressentir ce qu'il doit ressentir et dire les mots qu'il doit dire, j'essaye aussi de le faire physiquement. Ouais. De la castagne jubilatoire, un duo d'acteurs cocasses, du premier degré affiché et quelques larmes, Besson aurait-il redécouvert le secret du pur divertissement? L'homme, regard altier, mèche rebelle et cigarette au coin de la lèvre, aurait eu 100 ans. Le 3 novembre, André Malraux a traversé le XXe siècle en laissant dans l'histoire une trace profonde. La guerre d'Espagne et la résistance sont deux temps forts de sa vie de légende. Olivier Todd, écrivain et biographe, revient sur ces deux épisodes pour en nuancer le propos. Daniel Wolfrom et Jean-Louis Bousser l'ont rencontré dans le cadre du 100e anniversaire de la naissance de l'auteur de La condition humaine. On ne décollait pas tout à fait ensemble. Alors, il y avait les copains qui décollaient un peu avant et ceux qui décollaient un peu après, et tout ça flottait un peu, mais c'était quand même la vague, comme l'ancienne vague des lances, qui partait. 1936, début de la guerre civile en Espagne, l'escadrille André Malraux. Au secours de la jeune République, des pilotes, des mécaniciens venus de tous horizons et une douzaine d'avions, tout au plus. Malraux n'a pas, comme certains le prétendent, sauvé Madrid, mais il a été une espèce de figure symbolique, exemplaire. Il montait de temps en temps dans l'avion et il était le seul intellectuel français à vraiment se battre. La guerre, l'occupation et le silence de Malraux. Paradoxe du personnage, il attendra le mois de mars 1944 pour s'engager dans la résistance. Quand on regarde dans les archives, on trouve à la fois des récits, des documents mensongers de Malraux, qui prétend avoir fait de la résistance à Toulouse à partir de 1940, c'est lui qui a signé les papiers, mais on trouve aussi dans les archives de la brigade Alsace-Lorraine des témoignages qui sont très émouvants. C'était vraiment les soldats de l'an 2, il manquait de casques, il manquait de gants, il manquait de toutes sortes de choses. La brigade Alsace-Lorraine, une épopée. André Malraux renoula avec la fougue qu'il avait animée en Espagne. Il a près de 1000 hommes sous ses ordres. Dans les Vosges, puis au sud de Strasbourg, ils se battront, héroïques. Je n'ai pas peur. Physiquement, je n'ai pas peur. Alors, physiquement, vous n'avez pas peur. Vous parlez même du bonheur des gens qui n'ont pas peur. Enfin, je veux dire, vous en parlez de la facilité. Mais il y a du Jules Verne, il y a du Conrad, il y a toutes sortes de choses chez Malraux. Et c'est un aventurier. Moi, personnellement, je pense que Malraux était d'abord un écrivain, d'abord un romancier, du début jusqu'à la fin. Et puis qu'un de ses romans, c'est pas une boutade, un de ses meilleurs romans, c'est sa vie tout de même. Une bande dessinée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle le principal titre du fond de sa cachette. Oussama Ben Laden continue de proférer des menaces dans un fax adressé à la télévision Al Jazeera. Il s'en prend maintenant au pouvoir pakistanais accusé de soutenir la croisade chrétienne contre l'islam, dit-il. Sur le terrain, les bombardements américains s'intensifient. Dans un instant, la météo avec Patrice Drevet. À 20h50, Michel Drucker nous parlera de Georges Brassens. 23h, les copains d'abord. Georges Brassens à nouveau par lui-même et avec ses amis. Minuit 5, le journal. Ève Mettet. Demain, dès 6h30, Télématin, Roland Sicard recevra Roland Jacquard, président de l'Observatoire international du terrorisme. À 13h, Daniel Bilalian. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Et en ce jour de Toussaint, on se quitte sur la musique de Miles Davis et sur les images ensoleillé, vous allez le voir, du célèbre cimetière du Père-Lachaise à Paris.